Donc voilà, ça c'est donc les argiles qu'on a donc récupérées sur un chantier de terrassement sur lequel ils construisaient des immeubles. Donc c'est de la terre profonde, hein, ce n'est pas des terres de surface. Donc là on a essentiellement des argiles et des sables mélangés. Donc on va avec des granulométries qui sont très aléatoires. Donc on va préparer cette argile pour en faire une terre exploitable pour produire les briques. On est face à la machine qui produit le béton végétal, qui fait le dosage et le transport du mélange adéquat. Et sur ce système-là, il n'y a pas d'eau, c'est un peu le secret de notre concept. L'eau va se retrouver seulement à la sortie, à la lance de projection. Ce qui va permettre en fait de vraiment adapter le mélange à ce qu'on veut faire en termes de dosage en liant et en granulat pour pouvoir optimiser les performances thermiques. Donc voilà ce qu'on projette en fait. Le granulat végétal. Le but de tout ça, c'est en fait travailler un peu comme on a travaillé avec les argiles, c'est-à-dire en fait produire de la matière brute, vrac, et valoriser directement ce qui sort de la machine de défibrage et de la mettre dans la machine de projection. Donc plus passer par l'emballage. C'est cette qualité de Schoenvogt qui nous intéresse. Ça reste de la matière assez brutale, ouais, avec un petit peu de fibre, voilà, mais surtout avec des tailles de paille qui sont très variables. Ouais. Et c'est ce qui fait en fait la valeur de ce matériau, c'est qu'en fait on a mécaniquement il se tient tout seul. C'est-à-dire qu'en fait on a des très bonnes résistances mécaniques et l'organisation dans le mur fait qu'on peut baisser les quantités de liant et donc encore mieux valoriser la performance thermique du matériau, du granulat. On fait juste de la transposition par rapport à ce qui se passe dans les bétons armés. Le béton de ciment, ce n'est pas un sable, c'est un mélange de différents sables ou de granulométrie de sable jusqu'au gravillon. Donc en fait, on a vraiment du 2 mm ou de presque 0,2 mm jusqu'à 10-15 mm de taille pour arriver à constituer de la mécanique dans le béton. Et bien nous on fait la même chose. Si on imaginait travailler qu'avec des petites Schoenvogt, ouais, et ben on ne serait pas capable de produire des grosses épaisseurs. En tout cas, elles ne seraient pas de la même densité, de la même qualité. Là, l'intérêt, c'est justement de travailler avec des granulats très hétérogènes pour produire des bétons mieux constitués et baisser les quantités de liant. Et du coup, pour nous, chambriers, c'est beaucoup plus facile de défibrer dans une matière comme ça, un peu brute, bien sûr, large, que de le faire calibrer dans des voilà, c'est ça, normes. C'est ça. On a besoin d'une structure pour tenir le fond du coffrage. On a monté des élévations et puis aussi pour la mécanique, pour la sécurité de l'usager. D'accord ? Parce que le béton de chanvre, c'est un élément de remplissage qui a une fonction thermique. On ne va pas en parler en termes de performance mécanique. Il est autostable dans son épaisseur, mais il n'est pas mécaniquement résistant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire uniquement avec du béton de chanvre sans s'affranchir d'une structure. Donc on va mettre la structure, on va faire un coffrage. Donc en l'occurrence, ça c'est un canis. L'intérêt du canis, c'est d'avoir il y a deux intérêts. Il y a l'intérêt qu'il reste très ouvert au transfert de vapeur. Et puis l'autre intérêt, c'est qu'il a une aspérité très forte sur laquelle on va pouvoir faire des enduits à la terre ou à la chaux d'une manière très facile. Parce qu'il y a du grip, il y a de l'accroche. Donc ça, c'est intéressant. Et en plus de ça, il enlève toutes les fissures. Parce que là, on distingue les ossatures. Mais si on n'avait pas mis un élément qui couvrait les ossatures, potentiellement, on avait des fissures dans les enduits. Donc là, le fait d'avoir mis un canis, ça permet d'éviter toutes les fissurations. Donc depuis l'extérieur, on avait le bardage, on voyait le bardage. Ensuite de ça, on a un panneau contreventant qui vient fermer les bottes de paille et qui vient aussi intégrer toute la partie structure du bâtiment, la ossature bois. Donc il y a eu l'élévation des bottes de paille pour constituer l'enveloppe. Ensuite de ça, nous on est venu travailler sur un surfaçage parce que la botte de paille, comme on peut voir ici, elle a une certaine irrégularité d'aspect, il y a des trous, ainsi de suite, il y a des cavités. Et donc nous on est venu projeter un béton d'argile et de chanvre pour surfacer, pour effacer la disparité des épaisseurs et remplir toutes les cavités. Et là-dessus, on va venir appliquer un enduit de finition à l'argile et sable.
Et ça crée une propriété phonique qui est super intéressante. Alors voilà, le matériau, comme il est très caverneux, comme on va travailler essentiellement en mettant de la paille, donc 1 mètre cube de chanvre en place, hein, c'est 1 mètre cube de paille. D'accord, c'est vraiment tout le volume qui est occupé par le granulat végétal, donc c'est très caverneux, ça fait des bétons très caverneux, et du coup ils sont très absorbants au niveau de l'acoustique, au niveau des bruits, des sons, donc on n'a plus du tout de phénomène de résonance dans la pièce, et ça c'est quelque chose qu'il faut essayer de valoriser au maximum. Donc là, je ne sais pas encore où on va, mais l'idée, ce serait potentiellement d'enduire toutes les parties basses du bâtiment de façon à ce qu'il n'y ait pas de dégradation à l'usage, mais que la partie haute, on puisse la laisser avec un béton brut, de façon à améliorer améliorer le confort acoustique de la zone de travail. Qui est une zone dans laquelle il va y avoir beaucoup de machines, où il y a des gens qui travaillent et que au niveau sonore, ça peut être perturbant. Donc on génère un environnement qui sera plus sain et plus agréable pour les personnes qui travaillent dedans. Voilà. Nos matériaux, à la différence de tous les autres isolants qui sont sur le marché, le béton végétal à la chaux ou à l'argile, sont des matériaux qui travaillent avec l'humidité. Donc qui travaillent comme, on va dire, les matériaux traditionnels, les maisons en terre, les maisons en pierre, où là, on a les parois, la paroi du bâtiment, qui est en mesure de gérer les transferts d'humidité, qui n'est pas perturbé par ça, qui va même potentiellement le valoriser. Quand l'humidité sort du matériau, vous abaissez la température à la surface du matériau. Et à l'inverse, en hiver, quand vous allez produire de la vapeur d'eau, le matériau va absorber cette vapeur, et cette transformation, à la différence du corps humain qui ne sait pas le faire, le matériau, lui, il va élever sa température de surface. Mais les écarts peuvent être de 2 ou à 3 degrés. Donc dans une maison, quand vous changez les températures de surface de 2 à 3 degrés, vous avez un effet de rayonnement qui est immédiat. Et ce qui va permettre de vivre dans des maisons en béton végétal à des températures inférieures à ce qui est préconisé habituellement sur des maisons très bien isolées. C'est-à-dire qu'on va vivre avec 21 degrés, dans une maison, on va dire, type placo polystyrène, donc avec des bonnes performances. Et nous, on va vivre à 17 degrés parce qu'en fait, les murs vont se mettre à rayonner de la température. Et donc, des températures positives. Et donc, c'est tout cet enjeu sur lequel, en fait, aujourd'hui, la réglementation ne sait pas se positionner parce que la réglementation, elle a été faite, elle a été établie, élaborée pour des matériaux qui ne savent pas gérer l'humidité. Donc il y a une pertinence à la fois énergétique mais financière aussi bien sur le fait d'utiliser. Bien sûr, c'est évident que les économies d'énergie, elles vont se faire pas seulement sur le fait qu'on soit bien isolé, mais sur le fait aussi que les isolants, ils contribuent à améliorer la performance. Et quand je dis améliorer la performance, c'est pas parce qu'ils sont statiques, c'est parce qu'ils sont actifs justement. Ouais. Et sur des éléments qui justement ne sont pas performants, il va y avoir une détérioration qui est beaucoup plus rapide, voilà, donc des coûts de seconde, de réintervention ou de renouvellement de matière parce qu'on n'est plus efficace. L'idée, c'est de produire des enveloppes qui sont capables de gérer la totalité de la fonction, c'est-à-dire qu'ils fassent et l'enveloppe protectrice aux intempéries, aux agressions venant de l'extérieur, puisque c'est pour ça qu'on fait des maisons, et qui fasse l'isolation et qui fasse la gestion des transferts de vapeur. C'est une vision holistique en fait. Voilà, c'est une vision globale. On redonne à la paroi une fonction globale d'enveloppe. Évidemment, dans nos régions où on a besoin d'isoler parce que l'hiver est froid et l'été peut être chaud, il nous faut des enveloppes qui soient performantes à la fois en termes d'isolation et d'inertie d'été. Donc il faut trouver un compromis. Et le compromis, c'est le béton végétal parce qu'il va à la fois gérer ces transferts de vapeur, isoler et nous protéger des surchauffes en été. Là, on se trouve devant la première chambre froide. Donc on est en train de maçonner l'abri de terre crue qui constitue la façade intérieure et qui va être isolée par l'extérieur avec du béton de chanvre et d'argile. Et donc là, on voit en fait la constitution de la tranche du mur, à savoir qu'on a ménagé un vide d'air
pour la ventilation de la face paille, parce que c'était un peu l'enjeu, c'était de permettre à la paille de ne pas récupérer la condensation qui potentiellement allait sortir du mur, de la paroi. Donc là, on a un vide d'air de ventilation. Ensuite, on a nos 30 cm d'isolation, avec une ossature qui est là pour, là aussi, constituer la mécanique de la paroi. Et ensuite de ça, on vient maçonner la brique de terre crue au contact direct, parce qu'il faut absolument qu'il y ait un contact intime entre la terre et le béton végétal pour qu'il y ait un vrai continuum de transfert d'humidité de la paroi intérieure au travers de la paroi. Si on avait un vide d'air dans la constitution de notre paroi, on aurait des phénomènes de condensation potentielle, que si là on a une continuité parfaite, eh bien le matériau l'humidité, le transfert de vapeur va se faire d'une manière linéaire. Et donc c'est ça qu'on cherche. Et en fait, il y a un élément supplémentaire qu'on n'a pas évoqué encore, c'est la réversibilité des matériaux. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit le béton de chanvre à l'argile ou la brique, il n'y a rien d'autre que des matériaux qui peuvent être réintroduits dans la nature sans transformation. Les briques qu'on a fait là sont des briques qui sont uniquement compressées, c'est-à-dire que vous la remettez dans l'eau, ça redevient, ça fond. Ça redevient de la terre qu'on a prise précédemment. Et le chanvre assemblé avec les argiles, eh bien, voilà, où on le refait, parce que où on le broie parce qu'on démonte le bâtiment, ben on broie tout ça, on le remet dans la machine et on reprojette un isolant avec. Il y a pas tout est recyclable à l'infini. Voilà, voilà. Il n'y a pas d'éléments qui vont venir perturber la réversibilité du système. Dans l'analyse de cycle de vie, en fait, on va mettre tout dans le coût. Ce n'est pas seulement le pied de facture que l'entreprise va vous envoyer, c'est aussi le coût de la démolition, le coût du recyclage et le coût de l'énergie qu'il a fallu pour produire. Hein. Si on revient à cette histoire de circuit court, eh bien, ok, il a fallu des camions pour amener la terre. D'accord, mais la terre, elle est venue de 30 km. La paille, potentiellement, elle est dans le champ d'à côté. Sinon, c'est des camions qui font le tour du monde, quoi. On a des matériaux aujourd'hui qui arrivent ici, l'aluminium pour les rails de placo, le plâtre, on ne sait pas trop d'où il vient, de quoi il est constitué. Les sables pour les ciments. Les sables pour les ciments, qui sont lavés. Attendu que nous, ben justement, on prend des sables bruts parce que enlever l'argile. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien savoir, c'est que pour couler du béton, hein, on prend les sables, on va dans une carrière, on extrait le sable, on le lave et on enlève l'argile. D'accord? Parce que sinon le ciment il ne sait pas fonctionner avec les argiles. Donc on enlève l'argile. Et les gens qui, dans les carrières aujourd'hui, ils viennent nous chercher pour dire tiens, on a de l'argile, on ne sait pas quoi faire avec. Qu'est-ce que je fais? Je prends l'argile, je prends le sable, je reconstitue le mélange et je fais mes briques. Cherchez l'erreur. Okay? C'est notre monde qui tourne à l'envers, qu'on essaye de remettre un peu dans le bon sens, mais c'est vraiment ça, quoi. Peut-être tu peux nous montrer la machine à briques. Oui, aussi. Donc là, on a vu la terre brute tout à l'heure. Donc on a affiné cette terre en la broyant. Donc, quand je dis la broyer, c'est qu'elle passe au travers d'un broyeur à marteau pour éviter d'avoir les mottes, de casser les mottes. Et donc cette terre-là, on va la mettre dans une presse hydraulique qui va produire donc, la brique et uniquement par compression. C'est-à-dire qu'on produit d'une terre qui est foisonnée, d'une terre voilà, qui s'émiette, uniquement par la compression, on va produire un matériau qui est résistant mécaniquement, uniquement parce qu'on a, lors de la compression, on va avoir assemblé les argiles en les mettant en compression les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on reconstitue quelque part la terre qui avait une compression naturelle. Là, on la reconstitue artificiellement par la presse, mais on va récupérer les mêmes résistances mécaniques. Donc c'est juste une presse hydraulique, qui vient calibrer. Alors en fait, elle vient calibrer parce que la terre est dans un moule. On met la terre brute foisonnée dans le moule de la presse, de la presse à briques, ouais. Et par pression, par compression,
Elle va donc forcer les argiles à rentrer en contact les uns des autres, alors avec un taux d'humidité un peu particulier, mais parce qu'il faut un peu d'humidité pour faire ça. Et donc la brique de terre crue, ce n'est que de l'argile, des granulats, des gravillons. Vous voyez, par exemple, dans celle-là, on a un caillou qui est présent. Donc on voit bien que l'assemblage, il est fait d'une manière... Enfin, c'est un assemblage hétérogène, mais par la compression, on va calibrer et forcer les argiles à rentrer en contact et à faire le collage. Et après, tu as un temps de séchage. Et après, on a un temps de ressuyage. Donc, effectivement, si on voulait travailler avec trop d'humidité, la brique, elle ne se tiendrait pas, hein, puisqu'il n'y a pas d'adjuvantation, il n'y a que des argiles. Et si elle est trop sèche, elle s'émiette. Donc, il faut avoir le bon taux d'humidité lors de la compression. Et une fois que l'argile est fabriquée, elle se ressuie naturellement à l'air. Et ensuite, on la pose. Mais pour avoir un séchage à cœur, il va peut-être falloir attendre 3-4 mois suivant les environnements, mais ça n'a pas beaucoup d'importance par rapport à la stabilité du matériau dans les jeunes âges, quoi. Oui, parce que ça veut dire que tu peux déjà commencer à les maçonner. À les maçonner, même si elles ne sont pas sèches, quoi. Là, moi, je projette je rajoute de l'eau quand on projette le béton végétal pour justement produire le collage, mais cette eau-là, elle va sortir à 60-70%. Elle va être évacuée. Mais il y a 30% de l'eau qui va rester dans le matériau. Parce que de toute façon, c'est l'atmosphère naturelle dans laquelle on vit. On ne vit pas dans des airs secs. Un humain, à 50% d'humidité relative, il se dessèche en fait. Donc on va vivre naturellement à entre 60 et 70%. Et donc les 70% d'humidité relative, on les retrouve dans les matériaux. Et ça ne pose pas de problème. Au contraire. Donc quand on parle de séchage, c'est bien, on évacue l'eau en excès par le séchage naturel. Mais en fait, c'est une mise à l'équilibre. C'est pour ça qu'on a besoin de matériaux qui respirent et voilà, qui transpirent. Qui soient tout le temps en échange. Justement, pour ne pas être perturbé par les différences. Voilà. Et en plus, du coup, on va valoriser, comme je disais tout à l'heure, l'évaporation produit du froid et la captation de vapeur produit du chaud. Et c'est ça l'intérêt de ces matériaux-là, c'est qu'ils vont le faire en permanence. Donc l'idée, c'est d'avoir un mélangeur qui prépare notre mélange. Si on doit rajouter un peu d'eau, si on doit rajouter un sable en fonction de la qualité des argiles qu'on a. On a un malaxeur qui vient faire le mélange, qui vient produire le mélange. Et ensuite de ça, ça va descendre dans une trémie. Ensuite, on a la presse qui va se mettre en route et qui va donc faire descendre la quantité de matière nécessaire et suffisante pour constituer une brique dans un tiroir et comprimer et sortir la brique et ainsi de suite. On est sur un système automatique de production. Et la brique va sortir sur son chemin de rouleau, là. Voilà, le tiroir se déplace, il a rempli la matière, la terre. Donc là, la compression. Voilà, la brique est produite. Tu as une pression de combien là-dessus? 250 bars. Il y a quand même un côté cocasse dans la valorisation des argiles là aujourd'hui, c'est que pour avoir ces terres là, il a fallu faire une démarche auprès de la préfecture parce qu'ils ne voulaient pas laisser sortir les terres du chantier. Parce qu'en fait aujourd'hui, quand vous faites un terrassement, vous faites de l'excavation et vous êtes obligé d'évacuer les terres dans des réseaux de recyclage ou de déchetterie, quoi. Donc ça veut dire qu'en fait vous n'êtes pas libre de la valorisation de ces matériaux-là. Donc il a fallu, donc quand on avait identifié les terres, nous on s'est dit bah tu nous charges les camions, tu les livres sur le chantier. Ah non, la terre elle ne peut pas sortir de là. Elle est dédiée à aller à la déchetterie à tel endroit, vous ne pouvez pas la prendre. Donc il a fallu faire une démarche administrative pour dire mais attendez, nous on va pas, enfin, là c'est pour faire des briques. Mais c'est quelque chose qui sort de l'entendement. Des maisons chez nous. C'était fou, quoi. Donc il a fallu qu'on mette en place une démarche administrative pour justifier que ces argiles-là allaient être traitées en fait, pour produire des matériaux nobles et pas mis en dépôt, quoi. Donc il y a quand même un vrai enjeu psychologique aujourd'hui dans notre environnement sociétal.
C'est repenser tout le système depuis la base et repenser toutes les institutions aussi autour de ces systèmes. Et il y a un gros travail de formation à faire en plus d'information. Là, sur une entreprise avec laquelle on travaille et à qui on apprend les choses, en fait, il n'y a pas d'intermédiaire entre celui qui sait et celui qui ne sait pas. Le contact, il est direct, il n'y a pas un institut de formation, quoi. Et l'apprentissage de ces matériaux-là, il passe par le contact avec la matière. On ne peut pas apprendre qu'à l'école, quoi. Il faut aussi scoltiner les matériaux. Donc il y a un rôle, un vrai travail. Ouais, il y a un rôle énorme dans la formation, dans l'apprentissage et dans la transmission du savoir. Et c'est là où... On n'est pas... Il faut écouter le vocabulaire. Aujourd'hui, les gens du bâtiment, c'est des applicateurs. Une personne qui met une plaque de plâtre ou qui pose des fenêtres, il pose des fenêtres. On l'appelle menuisier, mais en fait, il ne construit pas la menuiserie, il ne fabrique pas la menuiserie. Donc il est où son métier ? Là, on donne à l'humain, celui qui va donc produire, on lui donne toute la chaîne de valeur. Il faut qu'il identifie la terre, il faut qu'il produise sa brique, il va maçonner sa brique. Mais vous voyez bien, on n'est plus face à des gens qui font que poser, on est face à des gens qui maîtrisent ce qu'ils font. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Et si on veut ramener du monde dans le bâtiment, dans nos métiers, pour redonner un peu de valeur aux humains qui travaillent, eh ben, il faut qu'ils aient ce contact direct avec les matériaux, avec le pourquoi ils font. Toujours d'équerre. D'équerre, comme ça. C'est toi qui bouges. C'est toi qui bouges. Voilà. Voilà. Plus près même. Tu peux être un peu plus près. Le principe de projection qu'on a développé, c'est toutes les particules, comme on a vu que dans la machine il n'y avait pas d'eau, toutes les particules, elles sont avides d'eau. Et donc quand on va lui donner de l'eau au moment où elle sort de la lance, au moment où toute la matière sèche, voilà. La matière elle est sèche dans le tuyau. Okay, elle se transporte à 25 mètres secondes à peu près. Et elle arrive dans le bulbe que tient l'opérateur. Et là, on a des injecteurs d'eau à haute pression qui produisent un brouillard. La matière sèche passe au travers du brouillard, capte l'eau instantanément. Elle arrive sur le mur et toutes les pompes à eau se mettent en route. Et du coup, vous pouvez projeter des fortes épaisseurs sans que ça tombe. Et toute la matière qui tombe, parce que par les rebonds et par le dressement de la paroi, on ramasse la matière qui est par terre, on la ramène à la machine et on la réintroduit. Donc il n'y a pas de perte.